So we're now going to proceed with the first panel of this conference. And this panel is entitled The Politics of Pronouns, and it's obviously in direct continuity of the remarkable introduction by Marielle Massé. So it's my pleasure to introduce Martin Rueff. I'm going to introduce him in French and then Suzanne Maslan in English. So Martin Rueff est professeur de littérature française du XVIIIe siècle et d'histoire des idées à l'Université de Genève. Poète, critique, philosophe, traducteur, il a publié 2 essais en 2018. Foudroyante pitié, Aristote avec Rousseau, Céline avec Bassani et Ungaretti. Et à coup redoublé, Anthropologie des passions et doctrine de l'expression chez Jean-Jacques Rousseau, chez Mimesis Éditions. Ces 2 essais ont reçu le prix La Bruyère 2019, qui récompense le meilleur livre de philosophie morale de l'année. En tant que traducteur, Martin s'est attelé à la retraduction d'Italo Calvino pour les éditions Gallimard, une traduction très attendue. Il a ainsi fait paraître en 2017 et 2018 la trilogie des ancêtres, donc le Baron Perché, le Vicomte pourfendu et le Cavalier inexistant. Et aujourd'hui même, le 6 novembre, paraît sa traduction des Villes invisibles. Donc félicitations à Martin. Et Martin a également contribué à l'édition des œuvres complètes de Claude Lévi-Strauss et de Michel Foucault dans la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard. Il a édicté les œuvres de Cesare Pavese et de Jean Starobinski dans la collection Quarto, également chez Gallimard. Et enfin, last but not least, on dirait en anglais, il est l'auteur de plusieurs livres de poésie. En juin 2019, il a publié chez Nous La Jonction. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, il faut que j'utilise le micro. Oui. Et est-ce que Marielle nous entend? Oui. Tu nous entends, Marielle? Non, on n'entend pas, mais nous entendons. Ah, ça rend l'interlocution encore plus intéressante, là. Donc, Marielle, si tu m'entends, merci pour plusieurs choses. D'abord, l'affaire de l'écoute de la langue et l'écoute de son historicité. Ensuite, merci pour avoir évoqué la notion de scène syntaxique, sur laquelle je vais monter dans un instant. Merci d'avoir évoqué avec Bailly l'indétermination du nous et avec Baudelaire la question de sa dilatation. Et merci d'avoir inventé, belle trouvaille poétique, le fait que nous serait peut-être le pluriel de seul. Et merci enfin d'avoir parlé en italien, pas parce que c'est l'italien seulement, mais aussi parce que, comme Balibar nous l'enseigne, ces questions de subjectivation et de pronominalisation, merci, impliquent la traduction, la question de la traduction, systématiquement. Et je t'offre, si tu m'entends, mais à mon avis tu ne m'entends pas, mais c'est marrant comme ça, cette anecdote, quand j'avais retraduit Pavese, il y avait un titre de Pavese, qui est un récit très beau, un peu faulknérien, qui s'appelle Paesi tuoi, tes pays, vos pays, qui en français avait été traduit par chez nous. Voilà, et donc ça dit tout, à mon avis, de ce qui nous réunit. Donc le titre de mon intervention, c'est les pronoms de l'égalité. Par voie pronominale, je n'entends pas ici, ou seulement de manière indirecte, une des catégories qui affectent la classe du verbe et selon laquelle ce dernier distribue les rôles de ses actants. Non, par voie pronominale, j'entends une question préjudicielle et en tout point première, y a-t-il une philosophie pronominale? Ce qui ne signifie pas seulement y a-t-il une philosophie des pronoms? Il y en a. Ou une pratique théorique des pronoms, ce que j'appellerais pour ma part des transactions pronominales, et qui ne se résument pas seulement au terrain fécond des énalages. Il y en a des subreptices et d'admirables, d'involontaires et de concertés, d'accidentelles et de décisives, mais y a-t-il une philosophie telle que ce qui se joue dans le pronom, avec le pronom, par le pronom, ne se joue nulle part ailleurs dans la langue? Je parlerai volontiers, je l'ai déjà fait ailleurs, de décision pronominale, qui est aussi une manière d'attirer l'attention sur ce qui se joue dans ce trafic d'influence. Cette décision en implique une autre, il y a une politique pronominale. S'il y a une politique pronominale,
c'est, et je vais essayer de le montrer, et tu m'excuseras Marielle, parce que notre conversation, qui a maintenant 10 ans, va prendre une allure polémique. Alors c'est dommage que tu ne sois pas là, mais c'est peut-être tant mieux. Enfin, je sais pas, on verra, quoi. S'il y a une politique pronominale, donc c'est une politique qui, pour moi, ne se déduit pas des sujets parlants qui prennent la parole dans l'espace public. Prise de parole qui est indissociable, en fait comme en droit, du recours au pronom personnel. C'est une politique dont les opérations et les procédures doivent être pensées à partir des opérations que la langue fait sur les classes quand elle utilise les pronoms. Le pronom n'indique pas le sujet du politique, mais bien plus son mode de production. Ces opérations, les procédures, par exemple la question de la détermination, le mode de la référence, la relation entre des occurrences et des classes par construction, qu'il s'agisse par exemple d'accomplir un parcours dans une classe pour trouver l'occurrence ou de trouver le meilleur exemple, etc., etc. La politique pronominale s'oppose pour moi de manière radicale à la politique nominale si le nom indique pour certains le sujet du politique et son mode de production. Il y a une politique nominale, une politique du nom, une politique qui cherche ce que j'appellerais le nom propre du sujet politique. Cette politique, elle est sans doute, Rancière s'en souvient, de matrice platonicienne. Et il est difficile de nier que la sémantique politique des philosophes, Heidegger et Badiou, mais aussi Milner et même Benjamin, pourrait servir ici de paradigme, d'autant plus saisissant que le second, Badiou, s'oppose au premier, Heidegger, et le troisième, Milner, aux deux premiers, et les trois premiers, Heidegger, Badiou et Milner, au dernier, Benjamin. Il est difficile de nier que la sémantique nominale des philosophes soit une sémantique donc de ce que j'appellerais une sémantique de la nominalisation. Or, précisément, la politique pronominale permet de nous défaire des prestiges de ce que Lazarus avait appelé l'anthropologie du nom. D'une politique qui donnerait au nom la place du roi, ou, comme le dit récemment un traité généreux, c'est le traité de Tikkun, quand il dit « Il y a dans la fragmentation quelque chose qui pointe vers ce que nous appelons communisme, c'est le retour sur terre, la ruine de toute mise en équivalence, la restitution à elle-même, qui fait que lieux, choses, êtres et animaux acquièrent un nom propre. L'anthropologie du nom choisit le nom propre qui serait celui du bon sujet politique. Le sujet politique, c'est l'ouvrier, c'est le prolétaire, c'est le travailleur, c'est l'exclu, c'est le marginal, c'est le migrant, mais aussi c'est le propriétaire, le producteur, le Bloom, le citoyen, le citoyen. Face au nom du sujet politique, l'anthropologie du nom construit toujours une opposition entre les bons noms du collectif, la communauté, l'État, la nation, la patrie, auquel le sujet appartient ou aspire, et le nom de l'ennemi ou de l'adversaire. Ces politiques du nom propre comportent des risques considérables. Ce sont des politiques de l'antonomase de nom propre. Il faut dénoncer les métaphores et les métonymies qu'elles abritent. Pour ce faire, la politique pronominale se situe en deçà de la séparation du nom propre et du nom commun, du nom de l'individu et du nom des collectifs. Car le nom propre n'est pas le seul opérateur de singularisation dans le langage, ni le nom commun, le seul accès à la pensée dans la langue du collectif. Le choix du nom laisse penser que le référent des opérations qu'il abrite est univoque, alors qu'il faut rappeler que la singularité est une propriété accordée à un être selon qu'il fait ou non l'objet d'une procédure de singularisation. Opter pour la voie pronominale, c'est faire le pari d'une autre politique, moins prisonnière de la célébration des prestiges du nom. Le choix d'une politique pronominale correspond à une tentative pour penser la politique au plus près de son réel, c'est-à-dire la distribution des places, les partages impossibles, les revendications d'égale liberté, au plus loin d'une métaphysique du nom. J'entends donc soutenir ici, devant vous, l'antériorité et l'efficacité supérieure du point de vue politique des pronoms sur les noms. D'une manière plus spécifique, j'entends soutenir ici, j'espère que tu m'entends Marielle,
l'antériorité et l'efficacité supérieure des pronoms indéfinis sur les pronoms personnels pour penser le politique. Cette supériorité, vous allez le voir, n'est pas seulement négative. Elle se justifie pas seulement par l'échec des seconds, des personnels. Elle s'explique par la raison qui soude mon titre. Les pronoms indéfinis sont les pronoms de l'égalité. Mieux, comme je vais tenter de le montrer, ce sont les seuls pronoms de l'égale liberté. Ils assoient la thèse importante de Balibar sur un fondement d'autant plus solide qu'il est minimal. Stratégie du petit, minima politica, pas seulement, mais à la manière d'Adorno, qui sollicitait les sciences sociales pour dissoudre les prétentions de la philosophie à la totalité, pour ma part, et comme toi, Marielle, je sollicite la grammaire, et la grammaire de la langue, pas la logique des quantificateurs, pour me concentrer sur des complexes historiques concrets dont les questions philosophiques ne peuvent pas être détachées. C'est donc à la grammaire, pour ma part, et non à la sociologie, que j'emprunte mon matériau scientifique, car, on va le voir, la grammaire cristallise de petits éléments non intentionnels et pourtant liés au matériau philosophique. Il fut un temps assez proche pour moi, pour qu'il relève du naguère, tant l'angoisse est grande et la recherche de solutions impérieuses ici, où l'on pensa pouvoir poser les problèmes politiques du présent sous le chef du pronom personnel « nous ». Le « nous », chez Bailly et chez Marielle, moins bien sûr comme origine que comme nouage, comme élan et comme projet, s'est ainsi mis à animer les rêves de communauté, de partage et de lien qu'il semblait aimanter ou pouvoir porter avec une légèreté qui semblait contredire la pesanteur des institutions du politique. Le « nous », pour recommencer à croire au lien, à l'attachement, au commun dénominateur. Ce temps, pour moi, est révolu. Et ce colloque en prend acte. Prenant avec le plus grand sérieux l'intitulé imposant de nos rencontres, j'aimerais aller au-delà de nous et d'eux, et le faire sur le terrain même que ces deux mots nous imposent, le terrain de leur nature pronominale. Je veux soutenir de manière technique que les pronoms personnels n'ont rien à faire en démocratie, qu'ils ne sont pas les pronoms de la démocratie, tout simplement parce que la démocratie n'a pas pour point de départ le « nous », et encore moins un « nous » pour point d'arrivée, mais qu'elle ne doit pas non plus partir du pronom de troisième personne « eux », qu'il d'ailleurs, il ne faut pas déduire « eux » de « nous », ni non plus « nous » de « eux ». Eux et nous relèvent d'une toute autre sphère que la sphère politique, et leurs transactions secrètes, parfois enchantées, parfois sinistres, tu viens de le dire, souvent macabres, s'inscrivent dans une toute autre histoire. On le sait mieux depuis Benveniste, les grammairiens distinguent deux emplois du « nous ». Un « nous » est inclusif quand celui qui le prononce inclut l'interlocuteur de deuxième personne ou le tiers de troisième personne. C'est par exemple Apollinaire, quand il réécrit Ronsard dans son bestiaire, incertitude, ô mes délices, vous et moi, nous nous en allons. Nous inclusif. Ou l'Adraste de Molière, quand Molière écrit, il est vrai qu'elle et moi, souvent, nous nous sommes parlé, elle et moi. Nous est exclusif quand celui qui le prononce exclut l'interlocuteur. Nous te prions, Seigneur, récitent les chrétiens. Elle et moi, nous te devons tout, écrit Hugo dans Marie Tudor. Ta mère et moi, nous te demandons, comme le disent toujours les parents. Le nous inclusif inscrit les partenaires de l'acte de parole dans un même tout. Le nous exclusif dissout l'acte de parole et le soustrait à la juridiction du tout. Tout nous énonce une prétention à l'origine qu'elle présuppose rétroactivement, que ce soit sur le caractère explicite de la sollicitation, du désir ou de la volonté de distinction. Nous doit construire son altérité, et celle-ci n'est jamais tout autre que de manière tendancielle. C'est pourquoi nous accompagne, nous, des éléments de sa requête, nous les Français, nous les Américains. Et la requête ainsi formulée avoue du même coup, tu y as insisté toi-même, sa fragilité ou sa difficulté. C'est pourquoi d'ailleurs, certaines langues énoncent ou sous-entendent « nous autres ». Peut-être l'espagnol est-il une de ces langues
où cet usage est le plus répandu, un Espagnol peut dire par exemple « nous autres, Espagnols, nous disons fréquemment « nous autres ». En allemand ou en anglais, langue dans lesquelles « nous autres » n'est pas constructible, c'est le contexte qui le fait entendre, comme quand Nietzsche écrit, en souvenir de Hegel, « Wir, gut Europäer », nous, autres, bons Européens. Ainsi, là où je produit ou crée sa propre identité, nous la projette parce qu'il la suppose. Là où je distingue comme tout autre, nous en appelle à tous les autres qu'il estime compris sous son identité commune, supposée et jamais posée. Toutes les questions de la représentation démocratique et de la possibilité ou de l'impossibilité d'un peuple peuvent être nouées à partir de là, je crois qu'on est d'accord, mais il est évident qu'elles sauraient ici se dénouer, et si Bailly, comme toi, avait raison d'en appeler à des communautés librement fermées en soutenant que nous ne nous entourent pas, on pourrait vous opposer à bon droit, que nous détourne. En un mot, les pronoms ne sont pas simplement les signes de la manière dont une langue dispose à la politique ou l'exprime, mais ce sont des opérateurs logiques qui nomment des opérations politiques. À ce titre, le pronom personnel « nous » relève d'une logique des ensembles qui est une logique assez simpliste, me semble-t-il, dont le simple est le schème de l'inclusion et l'exclusion. Nous et eux exposent la réflexion politique à un double travers enchaîné comme une cause à son effet. Il tend un fondement personnel à la politique et appelle à la transformation du personnel en nom. C'est ce qu'il faut montrer pour aller au bout de nous et d'eux. En tant que tels, les pronoms personnels relèvent non pas d'une logique de l'égalité, mais d'une logique hiérarchique. Car, même si nous n'est pas le pluriel de je, il ne saurait y avoir de nous sans je. Donc de, sans ce que je pourrais appeler, pardonnez-moi, la condition transcendantale de l'énonciation. On peut penser au paragraphe 16 de la critique de la raison pure. Un je parle doit pouvoir accompagner toutes nos inclusions. Une telle thèse serait fondée herméneutiquement par la lecture des grands textes de Benveniste, avec lequel je serai moins généreux que vous, dont on connaît mieux maintenant les liens avec l'idéalisme husserlien, la scène de l'énonciation régie par le primat quasi transcendantal du couple de l'interlocution, qui fait que je et tu, je cite, sont uniques et inversibles. Cette scène fait de la troisième personne non pas un impersonnel, ce qui serait acceptable, mais une non-personne. Benveniste établit en effet avec rigueur un double régime de corrélation de personnalité et de subjectivité pour soutenir que c'est précisément parce qu'elle est une non-personne que la troisième personne admet le pluriel. Que je parle soit un facteur d'inclusion et d'exclusion, la chose est entendue, et on le sait bien grâce aux anthropologues du monde grec. Mais on le sait mieux encore depuis les récents travaux de Milner, qui considère, tu l'as rappelé, que la clé de la démocratie est la suivante: le parler est soumis à l'impossible du simultané. On ne parle pas en chœur. La démocratie est organisée comme des tours de silence, puisque le tour de parole revient à permettre au jeu de parler seul. Et oui, mais si c'est ça, il faut en tirer les conséquences. Il faut en tirer une conséquence logico-grammaticale plus nette. Ce n'est pas parce que nous est inclusif ou exclusif qu'il est porteur d'une violence à l'égard de celles et de ceux qui l'incluent. Au reste, et ce n'est pas une autre histoire, les pronoms personnels, vous le savez, en tout cas en français, excluent la différence sexuelle par principe de reconnaissance en vis-à-vis énonciatif. Non, c'est plutôt parce qu'ils relèvent de la logique de l'énonciation qui hiérarchise de manière inégalitaire par principe. Il est d'ailleurs singulier que l'on s'aventure encore à des tentatives de dérivation de la politique à partir de la structure des relations de personnes en français, alors que la clé de cette étude, je le répète, est d'exclure les non-personnes. Il faut relire les études de Benveniste avec plus de rigueur et en déduire que la scène politique ne commence pas comme une scène de l'énonciation, dans laquelle l'instance de la parole est de fait une instance de partage. Rousseau, pour moi, énonce la vérité de Locke comme de Benveniste. Le premier qui dit « ceci est à moi » ne faute pas contre la langue qu'il respecte,
Mais en la respectant, il passe le premier contrat qui interdit la politique. Non, non, je le redis, les pronoms personnels ne sont pas les pronoms de l'égalité, et Lyotard s'en était averti dans une discussion avec Kant au paragraphe 155 de Le Différend, quand il faisait de nous, je le répète, le pronom hiérarchique de l'autorisation. Classe paradoxale, multiplicité inconsistante, le tout se situe à l'intersection où le réel et l'impossible se marquent comme le pluriel des êtres parlants. Mais la radicalisation de la thèse de Cantor sur les multiplicités inconsistantes ne conduit pas nécessairement à la conséquence qu'en tire Milner. Elle permet simplement de conclure, pour moi, que s'il n'est de politique que des êtres parlants, les pronoms personnels ne sont pas les bons représentants de cette politique. Mieux, que la politique ne commencera que le jour où les pronoms qui résolvent l'aporie de la multiplicité en la déplaçant leur offrira une autre formalisation, une formalisation qui permette la distribution des parts. Je ne peux pas entrer ici dans les raisons qui poussent Milner et d'autres à maintenir ce primat de la scène de l'interlocution. Il tient, on le sait mieux maintenant, à la défense du nom juif comme nom qui relève d'une profération à la première personne. C'est la thèse de Milner. Le « je suis juif » se substituant au « tu es » où il est juif. Il reste que si le maintien du nom juif passe par le maintien de la scène première de l'énonciation, alors pour moi, le coût théorique pour la politique en est beaucoup trop élevé et que Milner ne peut déduire la politique de son théorème que par accident. Pour lui, la politique ne s'entend que comme l'institution des tours de parole. Il le dit d'ailleurs dans un texte sur les pronoms qui est frappant. Je parlerai pour ma part d'une politique des noms, mais en pointant que le nom, en tant que nom de ceux et de celles qui peuvent manquer à leur place, récuse la politique. Tout est dit. Translation du pronom personnel au nom juif, translation du nom juif à la négation de la politique. Ni la politique ne se déduit de la scène première de l'instance de l'énonciation, ni elle a pour conséquence une politique des noms. Je le redis, il y a tout à redouter d'une politique des noms. Cette décision commande un corollaire que tu rappelais. Il ne faut pas se hâter de nommer le bon pronom du politique, comme le font certains qui entreprennent une politique du moi, qui serait libérale, une politique du tu, qui serait prétendument socialiste, et une politique de la troisième personne, qui serait révolutionnaire, ou du nous, qui serait prétendument communautariste. À tout le moins, ce qui me semble, c'est qu'on a le droit, théoriquement, de changer de pronom. Ça ne va pas vous choquer, c'est juste une proposition. Les pronoms personnels ne sont pas les pronoms de l'égalité et ne sauraient sous-tendre une politique de l'égalité. Y a-t-il alors des pronoms qui soient déliés de la personne? Oui, et il est temps de les nommer. Ce sont les pronoms indéfinis. La supériorité des pronoms indéfinis est double. La première est négative, les pronoms indéfinis sont déliés des personnes. La seconde est positive, parce que les opérations à l'œuvre dans la construction des indéfinis informent la proposition d'égale liberté. Première thèse donc, la supériorité est négative. Alors que des grammairiens antiques jusqu'aux modernes, l'ambiguïté semble entourer la classe des indéfinis, entraînant le problème constant de leur recensement. Est-ce que certain est un pronom indéfini? Est-ce que quelque est un pronom indéfini, etc. Une exception doit être signalée dans le cœur des grammairiens, celle de Priscien, Priscianus. Vous savez sans doute, ou je vous l'apprends, que Priscien suit les enseignements d'Apollonius Discole, dont le traité du pronom informe toute la réflexion des modistes. Priscien, vous riez parce que vous le saviez, pardon. Priscien affirme avec vigueur qu'est pronom ce qui a rapport à la personne, ce qui donnera chez Isidore, le pronom c'est le lieutenant du nom, c'est-à-dire les personnels proprement dits, et les démonstratifs qui servent pour la première personne. Or, ce qui compte, dit Priscien, c'est le signifié des pronoms. Or, dit-il, ni alter ni unus, qui sont les exemples qu'il prend des indéfinis, n'entretiennent de rapport avec la personne. Cette position, pour moi, a le mérite de la netteté. Le retour à Priscien, il faut revenir à Priscien, permet de dissiper un brouillard de termes
Si les indéfinis ont reçu le nom qui est resté le leur, indefinita en latin, aorista en grec, ce n'est pas en raison d'un trait lexical propre à la non-définitude, les pronoms indéfinis auraient une référence indéfinie, c'est, nous dit Précien, parce qu'ils sont tous, je le cite, non définis quant à la personne. Les indéfinis n'ont aucune attache au pronom personnel, aucune. Indefinita traduit juste le grec aorista, qu'employait Apollonios après Aristote. Les vrais pronoms appellent des personnes définies, et Priscien donne une preuve simple de cette indifférence à la personne, c'est qu'on peut en latin employer correctement les indéfinis, par exemple alter ou solus, comme attribut des trois personnes. En latin, vous pouvez dire ego alter sum, ou tu alter es, ou il est, solus, etc. Les pronoms indéfinis, et pour moi c'est une première supériorité, sont déliés des personnes de l'énonciation. C'est donc pour moi un premier pilier pour soutenir leur candidature valable à une refondation de l'ordre philologico-politique. Son examen, qui nécessiterait l'étude du traitement aristotélicien de l'aoriste et de ses commentateurs dans plusieurs langues, doit être remis à plus tard. Vous pouvez souffler. Mais cette clause négative ne suffit pas. Il y a évidemment une clause positive, c'est que, me semble-t-il, les opérations qu'effectue la langue sur la classe des indéfinis, est l'opération même qui permet de fonder, c'est ce que j'affirmais tout à l'heure, les principes de l'égale liberté. Les termes les plus généraux qui désignent la totalité, les termes les plus généraux qui désignent la totalité, ce sont dans nos langues des pronoms indéfinis. En tant que pronoms, ils désignent des objets purs. En tant qu'indéfinis, ils soulignent le caractère indéterminé ou quantitatif de ces objets. Ce sont les termes décisifs d'un linguiste absolument considérable, Viggo Brondal, linguiste et logicien danois, dans un texte magnifique intitulé Omnis et totus, analyse et étymologie. Cet article a été publié en 1937 et il forme aujourd'hui le deuxième chapitre des essais de linguistique générale de Brondal, publié en 1943, 3 ans après la mort de leur auteur. Si ce texte n'a pas échappé aux chercheurs, il n'en reste pas moins que son point de départ, ses conclusions et surtout sa portée politique n'ont pas été perçues, ou en tout cas n'ont pas mérité l'attention n'ont pas reçu l'attention qu'ils méritaient. Brondal est conscient de la difficulté de son entreprise. Il utilise une méthode, je le cite, que les philologues vont trouver trop philosophique et les philosophes trop philologique. Mais il y a plus. Ce texte est rédigé en 1937 au Danemark et c'est un texte qui propose la première analyse du totalitarisme en termes linguistiques. Et je dis plus, en termes pronominaux. Il ne s'agit pas de proposer, comme le fera Klemperer dans un livre célèbre, une étude du langage ou du lexique nazi. Non, le propos de Brondal est syntaxique et déductif. Brondal veut distinguer, dans Omnis et Totus, les opérations de quantité qu'opèrent et de sélection qu'opèrent les indéfinis dans la langue. D'après lui, pour désigner la totalité, les langues se servent de 4 termes de type foncièrement différent. Et déjà, si vous retenez ça, c'est génial. Parce que cette thèse de Brondal, à mon avis, elle est politiquement considérable. Pour Brondal, il y a 4 manières dans une langue d'exprimer la totalité d'une communauté. Il y a la série qu'il appelle l'intégrale. L'intégrale, c'est en latin totus, en grec holos, en anglais whole, en français entier. Donc ça, c'est l'intégrale. Il y a l'universel. Donc après l'intégrale, l'universel. L'universel, c'est omnis, passe en grec, all en anglais, tout en français. Il y a le distributif. Donc une intégrale, universel, distributif. Et le distributif, c'est quiques,
ekastos, each, chacun. Et il y a le général, ou cyclique, quisquam, hostis, eni, quiconque. Pour Brondal, ces termes, ces séries, ces manières de construire des tout dans la langue, je précise que ce n'est pas de la logique de la quantification, c'est de la grammaire. Et c'est même de la grammaire comparée. Pour Brondal, ces termes sont incompatibles. Totus, l'intégrale, s'oppose toujours à omnis. De même que holos s'oppose toujours à pas et ekastos à hostis. Ce sont des modalités d'appréhension de l'universel. Il me semble que du point de vue d'une science de la logique, les termes s'opposent deux à deux, intégral et universel, ce sont deux points de vue sur le tout, tandis que distributif et cyclique sont deux mises en relation du tout avec les éléments. Alors, l'intégrale, c'est la totalité vue de l'intérieur comme une correspondance parfaite d'un contenu avec un contenant. C'est, si vous voulez, le tout qui gonfle à ras-bord, alors que l'universel, c'est le tout vu de l'extérieur. Le distributif, c'est la totalité vue du point de vue de chacun. À ce titre, dit Brondal, les chacun sont des exemplaires du tout. Et le général, c'est le point de vue du général sur chacun. Cette distinction intégrale, universelle, distributive, générale permet à Brondal de proposer une généalogie pronominale du totalitarisme. Parce que pour Brondal, le totalitarisme, c'est l'intégrale. Et l'universel n'a aucun rapport avec une tentation totalitaire pour Brondal. Tout simplement parce qu'il ne construit pas le tout de la même manière. Encore quelques minutes. Brondal, en effet, distingue trois séries. Une série intégrale, unus, solus, totus. Il s'agit de grandeurs considérées à part, unus, ou en bloc, ou bien en unité totale, solus. Rendons-nous attentifs un instant au commentaire de Brondal. On exprime ce sens complexe en allemand par all, alles et ein. Cette série qu'on pourrait appeler macrophysique, où les termes sont caractérisés comme appartenant ou non à une masse, par leur dépendance ou indépendance du corps, paraît, du point de vue grammatical, assez rudimentaire. La série intégrale totus, unus, solus exprime l'idée, à partir de totus, d'un bloc, d'une masse, d'une totalité, qui absorbe les individus et les transforme en parties indiscernables, dominées, ou au contraire, les expulse, les nie comme unité indépendante, et ça c'est unus. Le terme intermédiaire solus est l'expression d'un sens complexe. La série intégrale est la série de totus, et Brondal, par une voie strictement pronominale, indique avec précision ce qu'est le totalitarisme. Et de la même manière, je ne fais pas la démonstration, mais on pourra en parler dans les questions, de la même manière, il fait une généalogie dans la seconde série avec omnis, quis et nihil, de la démocratie universelle, qui pour lui ne possède par elle-même aucune tentation totalitaire, tout simplement parce que, dit-il, elle ne rapporte pas alius et aliud à omnis, comme la première série rapportait unus à totus. La force de l'analyse de Brondal d'un point de vue logique est évidente, et les preuves qu'il apporte du point de vue de l'histoire des langues sont absolument confondantes. À suivre Brondal, je prends encore 3 minutes, c'est bon ? À suivre Brondal, on saisit que l'indéfinition est bien un mode de constitution d'une référence qui permet, par choix des pronoms indéfinis impliqués, de désigner des objets en les classant parmi d'autres objets de même espèce qui forment des référentiels. L'approche structurale des indéfinis permet de construire des séries d'indéfinis et de parcourir ces séries par construction d'occurrences et repérage dans la série.
Alors, dans la suite de l'exposé, je voulais montrer, je le dis comme ça sous forme de résumé, mais pour que ce soit bien net pour vous, 3 illustrations politiques de ce que j'appelle donc la politique pronominale indéfinie. La première, qui m'aurait retenu le plus, c'est de traduire la conférence qu'Étienne Balibar avait prononcée le 27 novembre 89, et c'en est presque l'anniversaire, il y a 30 ans, au Petit Odéon, dans le cadre des conférences du Perroquet. Cette conférence, vous la connaissez, elle est capitale, s'intitule « La proposition de l'égalité-liberté », une proposition théorique qui fait désormais partie de l'histoire de la philosophie politique française, c'est-à-dire, selon Balibar, de l'histoire de la philosophie française. Ce texte a été republié en 92, puis en 2010, et dans ce texte, Balibar considère, je résume, que l'invention, il y a la double invention de la Déclaration des droits de l'homme. C'est la première d'inventer une identification complexe entre l'homme et le citoyen, une identification qu'on pourrait appeler dialectique pour aller vite, et deuxièmement, que ce qui sous-tend cette identification, c'est l'équivalence entre l'égalité et la liberté. Or, cette équivalence entre l'égalité et la liberté, il est assez facile, me semble-t-il, de montrer qu'on peut la traduire dans la relation que Brondal imagine entre omnis et quiusque, entre tous et chacun. Et ce n'est pas moi, Étienne, qui le dit, c'est Rousseau. Donc Rousseau formule, me semble-t-il, je vais vite, Rousseau formule dans le pacte du contrat social la solution grammaticale à l'énoncé ou à la proposition de l'égalité-liberté quand il dit, c'est au contrat social 2.4, Marielle, tu y as fait allusion tout à l'heure, pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d'eux, si ce n'est parce qu'il n'y a personne, donc 3 indéfinis de la même séquence, tous, chacun, personne, qui ne s'approprie ce mot chacun. Ce qui pour moi est une, pardonnez-moi de le dire de manière trop spéculative, ce qui est une claque à Locke, parce que la question de l'appropriation ici, c'est la simple question de l'appropriation d'un pronom. Et la politique, ça ne consiste pas à s'approprier des biens, mais à s'approprier des parts dans la langue, c'est-à-dire à relier, à faire la séquence que décrit Brondal, entre omnis, justement, et ekastos. Cette proposition bien comprise permet, me semble-t-il, de relier, c'est ce que j'aurais voulu montrer dans un deuxième temps, chez Balibar, 3 textes, la proposition d'égalité-liberté, citoyen-sujet et les universels. Parce que bien sûr, on peut aller vers un universel complexe et pas contrarié si on prend cette deuxième série pronominale, pas si on prend la première de Brondal. Et enfin, la 3e illustration a été prise à Foucault, à son étude de ce qu'il appelle les techniques de gouvernementalité, parce qu'il faut rappeler que la première formulation de la thèse de la gouvernementalité par Foucault est formulée dans un article qui s'appelle « Omnes et singulatim ». Eh ben, tu vas voir, je vais te le dire. Mais les questions pour après. Je conclus. En fait, c'est un fake, c'est un faux. Conclusion. Si le choix des pronoms indéfinis comme pronom de l'égalité apparaît comme porteur d'avenir du point de vue politique, s'il permet de fonder localement et peut-être fragmentairement certaines analyses de terrain, en libérant de nouvelles herméneutiques, il ne saurait être complet sans qu'on y indique son horizon, à savoir le rapport à l'universel. C'est l'invention magnifique de Brondal, penseur du totalitarisme et d'un universel démocratique fondé, non pas sur totus, je crois l'avoir montré, mais sur omnis. Il ne suffit pas de rappeler que l'universel ne s'énonce jamais qu'au nom des pronoms indéfinis de quantité. Il faut nouer les pronoms de l'égalité avec les pratiques pronominales de l'universel en parcourant des séries, en construisant à chaque fois singulièrement le rapport de tout et de chacun. Ici encore, par sa prudence dialectique, Balibar, qui a toujours plus d'un avocat du diable dans sa poche, est un bon guide. La dialectique des pronoms de l'égalité et des pronoms de l'universel est la tâche de la politique à venir. Elle est pour moi uniment philologique, pratique et herméneutique. Elle ne sera menée à bien qu'à condition de se défaire des illusions transcendantales, de cette scène persistante des pronominaux personnels
et de leur lexicalisation qui conduisent systématiquement des nous au bon nom des politiques. Elle nous conduit par nécessité au-delà du nous et au-delà d'eux, ni universel facile, ni universel difficile, ni universel contrarié. Si j'ose, universel libéré de toutes sortes d'adhérences, universel comme aéré, comme on aère une pièce, universel indéfini, universel devant nous, pour aujourd'hui et pour demain. Merci beaucoup, Martin, pour cette proposition on peut qualifier de stimulante et engagée. Let me introduce Susan Maslan. So, Professor Maslan is Associate Professor at the University of California, Berkeley, and she works, as you know, on early modern French literary and political history. Among many other works, she's published the widely acclaimed book Revolutionary Acts, Theater, Democracy, and the French Revolution at Johns Hopkins University Press. There's a paperback edition dating from 2015. And she's currently at work on a book-length project called Citizen Human, The Literary Genealogy of Human Rights in France, 1640-1795. Thank you so much. This has already been just such an incredibly fun and intellectually exciting morning. I'm really happy to be here, so thank you so much for having me. I'm very grateful for these exchanges. In this talk, I trace what I think of as one fascinating example of French revolutionary culture's attempt to shape equality into a powerful source of emotion and of attachment to a community of fellow citizens, namely the introduction of the revolutionary practice of tutoiement, so pronouns, and multiple dramatic renderings of that practice. The project of universalizing the pronoun tu called for the suppression of the formal polite pronoun vous and replacing it universally with the familiar tu, which was of course used non-reciprocally by social superiors when addressing social inferiors, but importantly, which was also associated with intimacy and desire. The replacement of the polite pronoun with the familiar one might seem to be a small, trivial matter in the midst of such momentous change, but in fact, such a ubiquitous linguistic change constituted an attempt to reshape the practices of daily life and reform the social bond. It was an attempt to help new French citizens feel equal to each other, to help transform the revolutionary project from one of formal equality before the law to one of social and cultural equality. Thus, the great historian of the revolution, Alphonse Hollard, described revolutionary tutoiement as one of the boldest and most famous efforts to transform our manners and morals and to found our democracy on fraternity. Tutoiement was, Hollard wrote, the conception of a truly egalitarian democracy. Universalizing tutoiement was a utopian effort. Politicians, journalists, writers, revolutionary citizens sought to bring into being a practice that would create new forms of subjectivity and, more importantly, new forms of intersubjectivity. In our own times, we know adopting pronouns of our own choosing for reference to ourselves is a politically vibrant and powerful way to create and assert identity. But revolutionary tutoiement was perhaps even more radical in that the second person, not the first person, was at stake. Tutoiement, by its nature, was always already imagines a moment of intersubjectivity and linguistic exchange. Despite great changes, I'm going to skip a lot of background about the critical attention or lack of attention to this topic, but despite great changes in our critical and scholarly landscape, few scholars have actually read plays like Le Vous et le Toi, which I will discuss today, plays that are either topical or seem essentially circumscribed by their origin. There seems to be an assumption that the title of these plays tells us enough. The texts themselves are so shallow, we need not delve any further. It seems clear to me, however, that these plays were attempts to work through and enact new social, moral, and ethical relations. As France was suddenly transformed from a rigidly hierarchical society in which status was dictated by birth into a republican world in which social relations were, in principle, founded on the new axioms of equality and fraternity and on new values like hard work and sentimentality.
Interpersonal relations, thus, were on entirely new ground. Yet interpersonal relations were more crucial than ever as age-old traditional forms of deference and subordination dissolved, and revolutionaries worried that society itself would disintegrate if new forms of the social bond were not quickly solidified. These social anxieties and these attempts at inventing and testing new forms of social emotional relations, individual identity, and political obligation are the fundamental subjects of the dramas that interest me in this essay. And critical disdain notwithstanding, one thing is certain: revolutionary audiences demonstrated their appreciation of these plays. Aristide Valcourt's Le Vous et le Toi ran for a very healthy 38 performances between November 29th, 1793 and October 8th, 1794. d'Orvigny's La Parfaite Égalité, ou Le Tu et le Toi, enjoyed 33 performances between December 24th, 1793 and December 21st, 1794. And Léger Barré's vaudeville, Le Sourd Guéri ou Les Vous et les Tu, was performed 36 times between January 31st, 94 and March 5th, 1795. Thus, in just over 1 year, there were 117 performances that took up the question of the tu et le vous and made it a central focus and plot device. This means that nearly every 3 days in Paris, a play about tutoiement and vouvoiement was performed in a theater that could seat between 1,800 and 2,000 people. It is worth noting that all these plays appeared in print, which is why I can read them. In other words, playwrights and publishers believed that a reading public was interested enough to buy these plays, read them for themselves at home. Revolutionary spectators and revolutionary readers found this a pleasurable and compelling topic. My wager in this paper is that audiences flocked to these plays because they explored and enacted what it meant to live equality, what it meant for equality to be a lived feeling. Equality, of course, was a central cause and major preoccupation of the revolution from its earliest days, but as the revolution developed, the Republic was established and universal manhood suffrage made law in 1792, equality took on new, perhaps less formal meanings. Many of the domestic and social dramas that were popular until Thermidor asked, what is the lived experience of equality? What should equality feel like? Le Vous et le Toi, I suggest, is a case in point. The story of Le Vous et le Toi and its theatrical imitators begins with the appearance of a petitioner at the bar of the National Convention on the 10th of Brumaire, year 2, that's October 31st, 93rd. According to the parliamentary archives, Citoyen Malbec was speaking for a deputation from a Parisian popular society, and he presented a petition and he demanded this: que tous les citoyens soient tenus, sous peine d'être réputés suspects et traités comme tels, de renoncer, dans les conversations et rapports de tout genre entre eux, à la formule mensongère, avilissante et pour celui qui l'emploie et flatteuse pour celui auquel elle s'adresse, de vous, qui désigne plusieurs personnes alors qu'il ne s'agit que d'un seul et qui doit être une faute de langage en même temps que c'est une contravention formelle au principe de l'égalité en politique. The representative Claude Bazire, who was a Montagnard, sought to convert this petition into a motion for a vote. He was outflanked, however, by his colleague, Pierre Philippot, who argued successfully that it sufficed to award the petition honorable mention and to publish it in the convention's bulletin. Bazire tried once again to legislate the adoption of the universal tu. This time, he emphasized that the vous supported hierarchical, non-reciprocal social relations and encouraged a sense of fear and powerlessness in those who occupied the lower social position. So this is Bazire, the politician. La Convention a reçu des adresses par lesquelles on lui demandait d'ordonner le tutoiement. La Convention n'a pas cru devoir en faire une loi. Cependant, il est certain que bien des enfants n'osent pas tutoyer leur père et mère. Il est certain que les domestiques craignent de tutoyer ceux qui servent. This position, however, was not adopted, and so the universalization of the tu and the suppression of the vous was not made law. It was, however, adopted as the internal usage of the Committee of Public Safety, which used the tu in all its official business until 1795. It also became common usage within the hall of the National Assembly itself. The demand for the universal use of the tu that Bazire presented rested on two distinct arguments.
These arguments reappear in nearly every discussion of revolutionary tutoiement thereafter. The first, that the use of vous, which ought to be understood solely as a plural pronoun, was a grammatical error when it was addressed to a single individual, an error wrongly introduced into the language from outside, and most importantly, the use was unreasonable. Grammar itself, and of course especially French grammar, ought to be synonymous with logic, with rationality, with transparency. The failure of grammar to correspond to reason could only be understood as the result of a corrupting abuse. The second argument was political. It proposed that a social deformation and real lived injustice was inextricably tied to the grammatical error. Grammatical error, political oppression, and the psychic deformities of narcissistic self-aggrandizement and sadistic degradation were all at stake in tutoiement. It's worth noting that from its early days, the discussion surrounding vouvoiement and tutoiement focused on family and domestic structure. Bazire conjures a picture of cowering children and domestic servants. He worries for these children and servants who, despite the revolution, live in a domestic sphere that still, it seems, operates on patriarchal principles. How can free and equal citizens emerge from a domestic world in which they cower from those in a position of power over them? The timid vouvoiement in the home forestalls open fraternal social relations outside it. The family and the home then seem at odds in the world of horizontal relations the revolution sought to create. The story of this petition, the demand for the universalization of the tu and the suppression of the vous, was picked up and immediately circulated by many, many newspapers. I'm only going to read you from one. All the newspaper accounts focused on the grammatical distinction between the singular and the plural. They differed in the extent to which they linked social relations and political and cultural values to that grammatical point. The Révolution de Paris, written by influential journalist Louis Prudhomme, ran a veritable essay on this subject, December 1793, which it explored the historical degeneration that led to the use of the vous, passionately condemned vouvoiement, and argued that Republican and fraternal culture demanded the adoption of tutoiement. Prudhomme's essay was the paper's lead story. If I could make this work, I could show you a picture, but it took up 4 sheets, and it preceded Prudhomme's coverage of Robespierre's major speech, de la situation intérieure de la République. So obviously he thought this was important. So Prudhomme, pour nous, qui voulons tout ramener à la raison, nous avons à fixer avec plus de précision à la véritable signifiance de ces mots et à se rappeler les langues à leur origine primitive. Jamais dans l'Antiquité, il n'était venu à l'esprit de qui que ce soit d'adresser la parole à une seule personne en lui parlant comme à plusieurs. Ces hommes simples et voisins de la nature n'auraient jamais entendu un pareil contresens. C'eût été un véritable barbarisme chez les Hébreux, les Grecs et les Latins de parler ainsi. Sous les empereurs de Rome, la fierté du langage républicain commençait à s'altérer. La flatterie en avait dénaturé les formes mâles et antiques. Déjà, la bassesse avait raffiné les idées qu'elle craignait de manquer de respect en disant « toi » au tyran. Elle n'osa pas néanmoins lui adresser le mot « vous ». Il eût été trop manifestement contraire à toutes les acceptations reçues. For Prudhomme, the opposition between the tu et le vous conjures a host of divisions and losses. The use of the tu is nostalgic. It recalls the noble simplicity, the primitiveness, and the authenticity of those virtuous societies that eventually gave way to the polite dissembling and sophistication of tyranny. The Hebrews, Greeks, and Romans Prudhomme invokes all offer models of republican, or at least non-monarchical polities. But for Prudhomme, they were phantasmatic as well as political, philosophical exemplars for French revolutionaries. The Romans, the greatest people on the earth had ever known, used the tu even after the Republic had degenerated into empire. The Roman tu, along with that of the Greeks and the Hebrews, legitimated the French tu and relieved it of any stain of uncouthness or class resentment. It offered a kind of cultural and emotional continuity between ancient and modern republicanism. Not only is the tu not crude or ignorant, on Prudhomme's account, it is noble, proud, and transparent. Prudhomme's paean to the tu draws on the literary, cultural, and political history of the second-person pronoun in the early modern period and rethinks it in relation to the revolution.
The story of the decline of the tu and the rise of the vous for Prudhomme is a story of historical, political, and ultimately cultural degeneration. Even Imperial Rome resisted using this vous to designate the emperor. Instead, it invented forms of circumlocution, that is, the third person, éminence, altesse, etc. Prudhomme's real target, however, was not empire, but the feudalism from which he believed the French were in the midst of freeing themselves. Feudalism did the real social, economic, and even psychological damage, and the use of vous was inextricable to the infliction of that damage. Okay, for some reason I have this in English, so I'll read it in English. This is still Prudhomme. Then came the centuries of ignorance and servitude. Servitude so shaped the miserable serf attached to the glebe that he could not, in good faith, believe himself to be the equal of his lord, seigneur. He persuaded himself, and the seigneur never forgot to make him feel, that the seigneur was worth many like him. And all the laws joined forces to convince him of it, since one paid a sum 3 or 4 times more considerable for hitting or killing a free man and a seigneur than for hitting or killing a serf. The word vous addressed to one person thus signifies nothing other than you who alone are worth the same as many of the likes of us together. The question of tutoiement and vouvoiement is thus a fundamental question about the inherent value and dignity of the individual. Indeed, the distinction between the tu et le vous shows that the difference in value was so clear, so perspicuous to all, it could be expressed as mere arithmetic. In the past, one seigneur had the value of the sum of 3 or 4 peasants. In the Republic, by contrast, 1 must equal 1. In the old regime, grammatical person and legal personhood were coextensive, but in a deformed, irrational fashion, so that the world of number was detached from the world of reason and put in the service of distorting power. In the Republic, grammatical personhood, juridical personhood, and reason would concur to endow all individuals with equal value and dignity. Rejecting the vous was thus a rethinking of the social bond that would replace hierarchy as society's binding force with fraternity, and that would insist at the level of grammar on the essential equality of all human beings. Thus, the grammatical argument is ultimately an argument about political emotion. Here's Prudhomme one last time. Le tu est un grand pas vers l'égalité sainte dont les principes solennellement déclarés, il est vrai, sont loin d'avoir leur entière application. La douce fraternité sous laquelle le règne de l'égalité serait peut-être un joug difficile à porter se ressentira aussi du tu républicain. Cette manière de s'exprimer nous rapprochera nécessairement et resserrera le lien politique qui nous unit. The adoption of the universal tu would constitute a kind of micro-application of the principles of equality. For Prudhomme's account reminds us of the distance between equality as a formal principle and equality as a lived practice. Language would serve as a key domain in which to convert the former into the latter. Such a ubiquitous, persistent practice, however, would help shape the French feeling of shared equality. Fraternity, radical revolutionaries reminded each other time and again, was nothing other than the sentimental expression of the recognition of the equality of self and other. The Republican axiom of 1 equals 1 led inexorably to the Republican arithmetic 1 plus 1, or, put another way, community. I'm worried about time, so I'm going to skip a little Rousseau. And I want to, because I really would love to read a little bit from these plays. Okay, so I'm going to talk about 2 plays, Le Vous et le Toi by Valcourt et La Parfaite Égalité ou Le Tu et le Toi by d'Orvigny. They both revolve around marriage plots. In both cases, the introduction of the practice of tutoiement helps sort out who is a good suitor and who is a bad. But along the way, the plays raise and offer multiple responses to fundamental questions of equality and Republican subjectivity. The plays open in identical fashion. The setting is the countryside, the master of the house or close friend of the family happily reads news. These are all about newspapers too. News of the proposal for the universalizing of the tu and the suppression of the vous. Both plays underscore the role of the newspaper in circulating news from Paris to the countryside and in sustaining active participation among citizens who might be dispersed by geography but felt linked by political and patriotic commitment. Thus, Le Vous et le Toi opens with Justin, the would-be lover of Virginie, the daughter of the house. He is described as alone and holding a newspaper. He exclaims, "Oh, l'excellente nouvelle!
Toi, toujours toi, en parlant à un individu, en corrigeant cet abus du langage, c'est resserrer les liens de la fraternité. C'est toujours de Paris que les bonnes nouvelles arrivent. Immediately upon reading the news, Justin seeks to activate this new information by instructing those in his community to adopt the new practice and to use the tu regardless of social position. The reader and first recipient of good news in La Parfaite Égalité et le tu et le toi, Francoeur, has an identical reaction. What's equally interesting is that in both plays, the bearer of the news chooses to share it and to establish this new linguistic practice, not with a friend, nor with a family member or lover, not a neighbor, or even a shopkeeper. So interestingly, the market, which might have been an interesting place to think through these ideas, is not really present, but instead with a domestic servant. In Le Vous et le Toi, Justin immediately attempts to instruct Barbe, listed in the dramatis personae euphemistically as fille de confiance, but who, while explaining her difficulty using the tu with Justin, describes herself as a poor gardener and servant. In La Parfaite Égalité, Francoeur converts his servant Nicolas to the new practice, albeit encountering the same resistance Justin does along the way. And this is what Nicolas says. Je ne pourrions jamais, toi à mon maître. In both cases, members of the master class seek to bring the new linguistic equality into being within an obviously hierarchical relationship, that between master and servant. Moreover, the fact that Barbe is a woman allows Valcourt to address the gender dimension of the grammatical choice. In both plays, the servant characters resist the adoption of the tu when addressing their masters. Barbe makes two arguments against the universalization of the tu. The first is that tu is only appropriate to lovers. She says, I think that between lovers one can say tu. In that case, love dictates the law. The idea that the tu is a form of expression of romantic love was turned to account by the playwright in this following scene, which I'll skip, and there's another whole play which is nothing but characters imagining everyone's in love because now they're using the tu. But the association between the tu and love has a more general function and purpose in these plays, to which we'll return. It promises the power to bring all its users into an affective community, or in the language of the revolution, into fraternal bonds. The tu associated with love and intimacy would make all French citizens members of a single family, a family no longer based on blood, but on shared emotional and political commitments, and thus to each other. Tu, as the language of love, breaks down the barriers of social convention and promises to apprehend its subjects and objects as fundamentally natural and human rather than social and artificial beings. Tu has amorous and affective force because it seems to offer authenticity, while Vous recognizes and names not a full subject but a social position. Barbe's second argument is more fully developed in the play and is presented in nearly identical terms in La Parfaite Égalité. This argument is that the gulf between masters and servants is so large that servants cannot possibly tutoie their masters. This is how Barbe puts it. De vous avec toi, je savons faire la différence. Et vous dire toi, oh tenez, ça ne va pas à moi. And then she starts singing. Songez que je ne somme qu'une pauvre jardinière servante. A nearly identical scene unfolds between the master Francoeur and the servant Nicolas in the Parfaite Égalité. When Francoeur instructs Nicolas to call him tu, Nicolas responds, mais avec vous, m'est avis que je jurerions si je vous disions toi. I would feel like I was swearing. The problem, Nicolas announces, is not legal, but practical and emotional. Tu feels wrong. It is a taboo. Nicolas and Barbe thus announce the gap between legal and real equality, and linguistic usage is not the only sign of the persistence of real inequality, but it is a vehicle for its maintenance. Both servant characters are finally persuaded to adopt the tu by different arguments. Nicolas is convinced by the grammatical argument, that is, the argument by reason, since grammar in these plays is understood as the manifestation and expression of reason. Barbe is convinced by the argument for the equal value of all human beings. Nicolas delights in his new knowledge of the concepts of singular and plural, which are explored with a veritable grammar lesson on the stage, a scene that surely must be seen as the revolutionaries' who's on first. So I'm going to read a little dialogue. Francoeur, the master, says, Si tu avais à parler ici à 4 ou 5 personnes à la fois, comment leur dirais-tu? Nicolas, à 4 ou 5? Pardi, je leur dirais vous, c'est tout simple.
Est-ce que c'est ça ce que vous appelez le pluriel? Francoeur. Oui, sans doute. Et tu vois bien qu'il faut le distinguer du singulier quand tu ne parles qu'un seul, qui est moi ou tel autre. Et c'est alors qu'il faut dire toi. Nicolas. Ah, c'est donc que vous êtes le singulier, vous? Francoeur. Très certainement. Et toi aussi. Et chaque personne prise toute seule, quand elle serait 100 000 fois plus riche que toi. Nicolas. C'est bien différent. D'abord, c'est le singulier et le pluriel qui ordonnent. Il n'y a pas d'impertinence dans les tu et les toi. Francoeur. Non, il n'y a que la raison. The discussion of the singular and the plural helps Francoeur express his belief that all people are singular individuals, that they are all distinct, yet all to be understood as of equal value and importance. In other words, it allows for the presentation of a sentiment that seems to approach Hannah Arendt's great insight, quote, we are all the same, that is human, in such a way that nobody is ever the same as anyone else who ever lived, lives, or will live. The notion, as Francoeur says, that I am singular, quote, and so are you, and so is every person understood as an individual, is an affirmation of the inherent value of each human being and a profound rejection of the belief that social rank, rather than humanity, confers value. Nicolas is convinced by this argument that the vous used to signify a singular subject had always been an error now available for correction because of the revolution. Reason, not social resentment, demands grammatical clarity and acknowledgement that all people are in fact equal. And I'm just going to finish up quickly. French speakers today, many of you may be listening now, either thought I was speaking very funny French or you realized something was odd in the grammar lesson I just cited. The use of the vous to indicate a singular subject is not the only mistaken conflation of the singular and plural on display. When Nicolas finally grasps the meaning of singular and plural, he says, j'entends donc. Just as earlier, when he hesitated to use tu with his master, he said, je jurions, si je vous disions tu. Just as Barbe says, je savons et je somme. These are all instances of what linguists call the je plus on form. Or, put another way, the form in which the first person singular is formed by using a first person singular pronoun je with the verb conjugated in the first person plural on. The form first appeared in literary works in Cyrano de Bergerac and can be found in Molière. Obviously, it's super important in Don Juan and also in Marivaux. Comic playwrights use the je plus on as a class marker to indicate peasant status, so urban poor don't speak this way. And it was perhaps a real form of peasant speech at the time. But what is noteworthy in this case is that in the plays that actually take the grammar of subject pronouns for their subject matter, there is no mention at all of the fact that the je plus on, that mixes, the form that mixes the singular and plural, is the habitual form of speech of the represented servant class. So he's getting corrected, but no one is ever corrected on this. The servants are instructed in the proper use of the tu et le vous. They discuss the singular and the plural, but no one corrects or even seems to notice a form that mixes them. How do we explain this? On the one hand, these plays seek to raise the dignity of the speakers of this form and hence don't wish to stigmatize it further, but it seems there's another explanation, one that emerges from its specificity. The use of vous is objectionable because it creates hierarchical distance and difference among speakers. The tu-vous distinction is, as Prudhomme explains, about assigning differential value to human beings. By contrast, the je plus on does exactly the opposite. The je plus on speaker, knowingly or not, continually creates a fusion of his or her subjective identity, the je, with the community, the us that is implied by the first person plural verb ending. For this speaker, there is literally no grammatical distinction between an I and a we, a me, and an us. This is a linguistic subjectivity for which the I is utterly continuous with that we. The sentimental continuity between interior and exterior, between the personal and the public, was precisely the affective state revolutionaries believed was the bedrock of Republican sensibility and citizenship. It is the feeling expressed by Nicolas as he reflects back on the conversation he just had with Francoeur. Now that's a citizen, he says out loud, thinking about Francoeur. If everyone thought the way he does, we would soon be one family. Je ne ferions qu'une famille. Perhaps we might think of the je plus on as a kind of pre-modern Republican first person, a first person that does not legitimate or find itself in an absolute autonomy. On the contrary, it affirms its singularity at the same time. It affirms its continuity with the community. Thank you.
So thank you very much to both of you. I was absolutely fascinated by the way you both highlighted the very performative dimension of the use of pronouns. I have questions myself, but I want to open it up first to the audience, of course, because we have sort of limited time before lunch. And I know that Marielle apparently is going to call us in a few minutes, so she will participate also in the conversation. So I don't know who has any question. The microphone circulating. Thank you. So this is a question for Martin Ruff. Donc je passe en français. Vous avez avancé une thèse sur les pronoms indéfinis qui m'est très sympathique. Cependant, j'aimerais vous poser la question, parce que vous parliez des pronoms déliés de la personne d'énonciation, pas comme une critique, mais plutôt comme une question conceptuelle. Que faire de la performativité, en fait? Parce que vous avez résolu la question du politique d'une certaine manière sur le domaine de la grammaire. Et ensuite, par quelle pratique ou par quelle performativité cela se traduirait? Alors, il y a une tension, évidemment, avec la pratique, par exemple, de l'utilisation du they en singulier, mais qui implique aussi un pluriel, qui serait peut-être intéressante à mettre en relation avec votre conceptualisation. Donc voilà, ces deux pensées. D'un côté, voilà, la performativité de la distanciation ou de la déliaison de la personne d'énonciation, et d'un autre côté, la question des pratiques courantes d'une telle politique des pronoms. Voilà, merci. Merci à vous. Je ne suis pas sûr de complètement comprendre la question parce que le terme performativité a une telle ampleur aujourd'hui conceptuelle que... Alors, je vais essayer, puis vous me direz si je comprends et si on avance dans une construction commune du différent ou de l'accord. Donc, vous avez compris que ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'à la différence des pronoms personnels, ce qui fait la force, je dirais conceptuelle, des pronoms indéfinis, c'est que justement, ils sont déliés des pronoms des personnes d'énonciation. Et je rappelais, parce que c'est un point de grammaire qu'on oublie souvent, et même si vous ouvrez des grammaires courantes, c'est pas dit comme ça, que l'étymologie même d'indéfini ne renvoie pas à des pratiques référentielles, mais renvoie au contraire au fait que les pronoms indéfinis sont déliés grammaticalement des personnes d'énonciation. Ce que des grammairiennes, surtout des grammairiennes italiennes du latin ont bien montré, hein, c'est qu'on peut en latin, mais en grec aussi, hein, faire des phrases avec des indéfinis à quelques personnes de l'énonciation qu'il s'agisse. Ça, c'est le premier point. Alors, le but de cette opération, c'était d'éviter de projeter sur la scène politique et l'organisation de la scène politique, un schème d'interprétation grammaticale qui fasse dépendre les places de la hiérarchie énonciative. Et il me semble qu'on a été prisonnier de la magnifique, évidemment on n'est pas là pour dire ça, la magnifique exposition dans les 3 articles de Benveniste de la structure des relations de personnes, dans le verbe, etc. Mais on n'a pas vu, et ça je pense que Milner l'interprète de manière radicale, mais justement il l'interprète bien, c'est que une politique grammaticale dépersonnelle débouche sur une politique du nom. D'accord ? Parce que les personnels renvoient à des personnes d'énonciation qui peuvent se nommer. D'accord ? Et donc, si vous voulez, il me semble qu'on gagne en abstraction, mais du coup, on gagne en calcul départ aussi, en distribution départ, si on passe par l'indéfini. Alors, les pronoms indéfinis, n'étant pas des personnels, ne peuvent pas adopter, je dirais, une performativité au sens d'Austin. Vous êtes d'accord ? Bon, puisque, évidemment, en tout cas, dans la première, ce que j'appelle la première topique austinienne, dans la première topique, la performativité relève des instances de l'énonciation. Maintenant, si vous voulez dire par performativité ce que quelqu'un, par exemple, comme Butler, entend par performativité, c'est-à-dire la construction des identités par les pronoms, justement, je dirais que les indéfinis nous libèrent de ça. Voilà.
Parce que justement, alors je peux rentrer une seconde dans un truc technique et puis pour bien me faire comprendre. Un des problèmes, si vous voulez, de l'indéfini, c'est que c'est le rapport entre quantification et qualification. D'accord ? Or, une des forces de l'indéfini, surtout les numéros que j'ai évoqués, lequel, que chacun de ça, c'est qu'ils ne sont pas qualificatifs. Et n'étant pas qualificatifs, ils ne peuvent pas servir d'identification performative. Et on respire. Pourquoi on respire ? Parce que ce sont des énonciations politiques qui peuvent être prises par quiconque. D'accord ? Et il ne s'agit pas, quand on s'en saisit, de s'identifier. Il s'agit de dire on peut occuper des places dans la distribution des parts de l'égale liberté en disant voilà, je peux être là, je peux être là, je peux être là. Quiconque, chacun, tous. D'accord ? Donc ça fait passer, et d'ailleurs là-dessus, je pense que quand Marielle parlait de dilatation et de diffusion ou de décondensation du nous, elle pensait à ça aussi, hein, c'est-à-dire à détacher les personnels de ça. Voilà, donc pour moi, c'est des anti-performatives, si j'ose dire. Quant aux applications pratiques, j'en donnerai une, un peu de provocation, que je prends à Mallarmé. Mallarmé, qui est, on le sait bien, un penseur politique très conséquent, fait remarquer que quand il y a élection nominale, ce sont des anonymes qui votent pour un non. D'accord ? Et il dit il y a de quoi désespérer, en effet. Voilà, je m'en tiendrai là. Ce que je veux dire par là, c'est que l'élection uninominale, quelques tours que ce soit, d'accord, transforme une multitude en anonyme qui prend un nom et qui fait de ce nom propre le nom commun, d'accord, des structures politiques. Et ça, je pense que si on pense la politique en termes d'indéfini, ça décale un petit peu le propos. Alors, je ne dis pas qu'on va faire la révolution avec ça, mais on peut commencer. Une question aussi pour Martin Rueff. Moi, j'étais très impressionnée par votre démonstration de la généalogie grammairienne du totalitarisme. C'est vraiment très intéressant. Mais la question, j'ai davantage une interrogation sur les conclusions que vous en tirez, sur les liens entre égalité, démocratie et pronom indéfini. Et en fait, la question que j'aimerais vous poser, c'est du coup, qu'est-ce que vous faites du jeu et de l'affirmation du jeu, et qui quand même aussi, dans plein de cas, que ce soit dans plein de mouvements politiques, mais aussi chez plein d'auteurs, et singulièrement d'autrices, et notamment d'autrices afroféministes, décoloniales, antiracistes, l'affirmation du jeu est un acte politique très fort contre la tyrannie de la majorité faussement universaliste, qui est aussi dans le paysage. C'est-à-dire qu'il y a tout ce que vous avez décrit, mais il y a aussi la situation de ces innombrables personnes dont la situation personnelle, politique, est quand même formatée par des dominations qui les écrasent dans ce que sont leur identité, ou leur identité perçue comme telle par le système. Donc cette question du jeu me paraît quand même tout à fait importante. Je ne sais pas si elle est centrale, mais elle est quand même très importante dans la réflexion et les actions pour la défense de la démocratie, à partir du moment où on considère que la démocratie n'est pas uniquement la question de l'égalité, mais aussi la question de la résistance à des dominations imposées à bien des personnes. Et donc voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, et juste vous partagez avec vous cette référence que j'avais en tête en vous écoutant, qui est celle de cette autrice chicana, Gloria Anzaldúa, qui a écrit Borderlands, La Frontera, qui est un texte donc chicana, et dans lequel cette autrice parle beaucoup du jeu, mais d'un jeu pensé comme une frontière qui est poreuse entre les identités. C'est-à-dire que c'est un jeu qui n'est pas identitaire, fermé, rejetant, mais c'est un jeu hybride, en fait. Et il y a plein d'autres personnes qui travaillent là-dessus, mais je pensais à elle. Donc voilà,
où est le jeu dans votre réflexion? Merci beaucoup. Qu'un grand nombre de luttes aujourd'hui soient formulées selon la scène du jeu est une évidence que vous faites tout à fait bien de rappeler, et je le reconnais, ça serait absurde de ne pas le reconnaître. Que ce jeu soit un jeu beaucoup moins univoque et monolingue, comme aurait dit Derrida, qu'on peut le penser, je suis aussi parfaitement d'accord, et je dois rappeler à ce sujet que la poésie a là-dessus des longueurs d'avance, puisque depuis Baudelaire et Rimbaud, on sait bien, il suffit de penser aux interlocutions internes de ces poètes pour bien comprendre, hein, sois sage au douleur, éteins-toi, tu réclamais le soir, il descend, le voici. Donc, il y a beaucoup de travaux sur, disons, la pluralisation interne du jeu en poésie, et d'ailleurs, c'est quelque chose sur quoi Marielle travaille elle aussi. Mais la question, si vous voulez, c'est, à mon avis, alors là, c'est une question à laquelle, en fait, sur laquelle il faudrait qu'on s'exprime toutes et tous, d'une certaine manière. C'est pour sortir des scènes de domination des jeux, face à des groupes qui s'énoncent en nous. Nous les mecs, nous les blancs, nous les Français, ce que Marielle appelait tout à l'heure, hein, des nous qui font honte. Si on oppose un jeu à un nous, d'accord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont opposer un jeu à un vous. Et donc, il me semble, si vous voulez, que autant la pulsion de revendication qui s'énonce toujours en première personne, d'accord. Et vous savez, moi, je suis spécialiste de Rousseau, donc je suis très attentif à ça, parce que toutes les trois œuvres de Rousseau, les dernières, sont énoncées en un jeu qui pose des problèmes politiques considérables, hein, notamment le jeu des rêveries. Me voici seul sur terre, sans amis, sans autre société que moi-même. Ok. Mais que, pour penser la politique qui permettrait de lever ce que vous appeliez à juste titre la chape des dominations sur les énonciations en première personne, ce soit cette énonciation en première personne qui permette de le faire, j'ai de larges doutes, mais de très sérieux doutes. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que si aucun nous n'est la somme de jeux, aucun jeu qui va s'associer à un autre jeu ne pourra lutter contre d'autres nous. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Et donc, à mon avis, la politique des indéfinis, elle permet, parce qu'elle transforme la scène, disons, de l'interlocution, en la déplaçant vers des calculs d'opérations qui peuvent être le vote, qui peuvent être la distribution des places, qui peuvent être la répartition, si vous voulez, à mon avis, c'est une abstraction saine. D'accord? Alors, maintenant, et je vous renvoie là-dessus, ça me gêne de le dire devant lui, mais c'est pas grave, parce qu'on est là aussi pour discuter avec lui, hein. La question de comment se formule l'universel dans la tension entre la société et ses conflits réels et la démocratie comme principe se pose. Évidemment, ça, c'est des dialectiques parfaitement combatives. Mais il me semble, si vous voulez, que à force de revendiquer l'intensité des luttes en jeu, d'accord, en jeu première personne, pardon, on risque de les condamner à n'être que des expressions subjectives. Et il me semble, si vous voulez, que le parcours qui va de la subjectivité à l'identification du jeu est un parcours qu'il faut protéger par des institutions politiques, c'est-à-dire pas des mouvements, des institutions politiques égalitaires. D'accord ? Il n'y a pas de lutte, c'est exactement ce que dit Rousseau. Chaque fois qu'on veut lutter contre la loi, contre les lois, ce sont les forts qui l'emportent. Et les lois, elles ne s'énoncent pas en jeu, elles s'énoncent en indéfini. Voilà, c'est comme ça que je réponds. Merci pour cette double conférence très très riche. Justement, vous avez évoqué Rousseau. Ne pensez-vous pas qu'il y a tout de même un jeu permanent, JEU, un jeu permanent entre le pronom personnel et l'indéfini, plutôt que d'opter complètement pour l'un ou pour l'autre? Et le début des Confessions, quand Rousseau dit « je veux montrer un homme », donc indéfini,
dans toute la vérité de sa nature, et cet homme, ce sera moi, et bien le retour du moi. Donc peut-être que il y a quand même un va-et-vient permanent de ce point de vue-là. Et je voulais aussi poser une question à Maslan, plus une remarque. Merci beaucoup pour votre exposé très très fin. Mais vous m'avez fait comprendre un passage du Temps retrouvé de Proust, où ça se passe durant donc, la Première Guerre mondiale. Et il y a un moment où vous avez parlé beaucoup des domestiques. Il y a un domestique d'hôtel qui explique le journal à la femme de ménage, Françoise, et il lui dit la France a livré une bataille de grande envergure. Et alors, le narrateur corrige en disant non, on ne dit pas envergure, on dit envergure. Et le valet se rebiffe et dit mais depuis la Déclaration des droits de l'homme, on n'a pas corrigé les gens et ça fait pas partie de mon service. Alors merci, parce que j'avais jamais compris que le passage de Proust renvoyait à toute la belle littérature que vous avez montrée aujourd'hui. Merci. Merci à vous d'avoir lié des pièces comme Le Veau et le Toit à Proust. Ça, c'est un grand service. Mais non, mais c'est vrai, parce que cela est resté un grand problème. C'est comment avoir les maîtres et les serviteurs, comment avoir ceux qui commandent et ceux qui obéissent lors de la déclaration des droits du citoyen, de l'homme et du citoyen. Ça pose un problème qui est toujours et absolument au centre de toute réflexion. Oui. Oui, je vais juste répondre à la question sur Rousseau. Que Rousseau soit un penseur et un praticien du jeu, je ne peux que vous l'accorder. Le plus beau texte qu'il ait écrit sur la question, c'est une note de la 5e partie d'Héloïse, où il dit une phrase absolument extraordinaire, anti-pascalienne. Il dit « Racine est le premier écrivain parce qu'il a su faire parler les passions à la première personne. » Donc il a une admiration pour Racine totale. Et de fait, les scènes pronominales des confessions d'abord, des dialogues et des rêveries sont très concertées. Parce qu'au texte que vous avez cité, « Et cet homme, ce sera moi », répond l'incipit des rêveries, « Me voilà seul sur terre, sans amis, sans société, etc. » C'est-à-dire que Rousseau réfléchit à sa position dans la langue à partir de transactions pronominales. C'est très clair. Et vous vous rappelez que les dialogues sont un texte complètement fou d'un point de vue énonciatif, puisqu'il parle de lui à la 3e personne, ce que, d'ailleurs, Lévi-Strauss, en 1962, dans Rousseau, fondateur des sciences de l'homme, avait indiqué comme un des signes que Rousseau n'était pas un penseur de l'introspection, mais de l'objectivation du moi. Alors maintenant, si vous voulez, articuler la réflexion pronominale du contrat, du dialogue aussi, et des lettres sur la montagne, et le bloc confession, dialogue, rêverie, c'est une opération à laquelle je suis tout à fait prêt à me livrer, mais je pense qu'on en a jusqu'à Noël. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment... et vous savez très bien que ça joue dans la réception de Rousseau. Le citoyen ou le romantique, le collectiviste ou le poète. Et donc, il y a vraiment... votre question, elle ouvre un champ qui est fondamental, ça c'est sûr. Attendez. Qui arrive. I'm allowed to do that, but I would like to say something which is not a question addressed to the speakers, but a reflection arising from the first two questions, cutting across their ideas. So, peut-être je devrais mieux parler français, non? C'est plus difficile pour ce que je vais dire, parce que je veux parler de Butler. D'abord, permettez-moi très vite et comme préalable de dire quelque chose à propos d'un passage de l'exposé somptueux de Marielle Massé ce matin. Il y a un moment qui m'a choqué, ou en tout cas qui m'a posé un problème. C'est-à-dire que j'ai pensé qu'il faudrait
dialectisé, comme me l'a dit à un moment Martin. Bon. C'est quand elle a dit le « je suis Charlie », l'énoncé « je suis Charlie » ne comportait aucune dimension d'exclusion. Bon. Alors, je ne vais pas faire du sociologisme et du politisme réductionniste simpliste. Hein. Je voudrais essayer de me tenir sur le terrain linguistique au sens large. Hein, bon. Je pense qu'on pourrait le lui accorder si l'énoncé « je suis Charlie » n'était pas immédiatement assorti, pas d'une injonction, mais d'une procédure de répétition ou d'itération. C'est un énoncé qui n'est pas destiné simplement à être proféré par X ou Y, mais qui est destiné à être répété. C'est pas la même chose qu'en chœur. Bon. Et dans cette répétition, il y a évidemment un performatif, j'y viens, qui est terriblement impérieux, hein, je dirais, et qui a fonctionné comme tel. Bon, alors, je passe maintenant très vite à la première question. Bon. Il me semble que l'inconvénient qu'on t'objecte, Martin, qu'il pourrait y avoir à se tenir sur un terrain où la question du performatif n'a pas de place, hein, n'a pas de place. Bon. Et la deuxième question, je pense, conduit aussi dans ce sens, c'est d'écarter de notre analyse du politique ou de la politique, je ne vais pas faire de différence, la scène ou le schème, disons, non pas du dialogue ou de la reconnaissance mutuelle par les procédures du langage, mais de la contre-interpellation. Bon. Or, l'idée de la contre-interpellation est une idée qui joue un rôle très important chez Judith Butler. Bon. Alors ici, je ne vais pas faire de la petite histoire, mais j'ai longtemps cru que dans comment s'appelle son livre sur le hate speech, Excitable Speech, Excitable, que je trouve un livre absolument extraordinaire. Bon. J'ai longtemps cru qu'elle avait effectivement employé l'expression contre-interpellation. Jusqu'à ce que je découvre qu'en réalité c'est moi qui le projetais sur son texte, hein, bon, mais je le projette sur son texte à partir du commentaire que Jean-Jacques Le Cercle en a donné et des développements qu'il a conférés à cette idée de contre-interpellation qui se fonde naturellement sur ce qu'elle écrit et qui, je pense, sont tout à fait remarquables. Bon, alors, je dirais simplement que chez Butler, il me semble qu'il y a potentiellement deux mouvements et qu'ils coexistent. Et c'est très lié à la question de la prise de parole, disons, des minoritaires, dans tous les sens possibles, du terme. Il y a un premier moment qui lui fait rejoindre Derrida, et le cite explicitement, bon, consiste à dire un énoncé n'a de sens ou n'a de fonction que dans la mesure où il est répété. Hein. Et dans cette répétition intervient nécessairement une dispersion, une dissémination, donc finalement quelque chose comme une indétermination qui, me semble-t-il, pourrait aller tout à fait dans ton sens. Il faudrait dire que le performatif se dissout dans sa propre indétermination progressive et ça lui bon. Mais d'un autre côté, évidemment, il y a le mécanisme de la contre-interpellation sans lequel il est ou du performative reversal, sans lequel il est très difficile non seulement de penser, d'imaginer, mais aussi de pratiquer et de mettre en œuvre des formes d'action politique qui relèvent de la résistance et du renversement de situations hiérarchiques, hein, c'est-à-dire qui n'ont d'ailleurs pas tellement affaire au vous au je dans un premier temps que au tu et au vous et au il et on rejoindrait, etc. Bon, je ne sais pas si cette réflexion a un sens, mais enfin. Est-ce que je peux laisser la parole à Marielle? Oui. Donc Marielle est avec nous via le téléphone. Marielle, est-ce que vous nous entendez? Je crois qu'on vous entend bien, donc allez-y. De mieux en mieux, hein, franchement. On se... On vous entend bien, je crois. Oui. J'espère que j'ai bien entendu l'intervention juste à l'instant d'Étienne Balibar. Et comme je n'avais pas prononcé ce mot d'exclusion à propos de Je suis Charlie, évidemment, la façon dont vous décrivez la pente de cette phrase-là et son potentiel d'exclusion me fait mesurer
que j'ai décrit cette formule comme une formule de deuil ou d'hospitalité et non pas d'identification, parce que c'est ainsi que je veux l'entendre. Et disons, voilà, généreusement ou peut-être utopiquement. Mais à partir du moment, en effet, où vous prononcez le mot d'exclusion, je ne peux que mesurer en fait que cette interprétation que je proposais n'est qu'une interprétation. Et ensuite, évidemment, une question adressée à Martin. Alors, comme tout le monde, je suis impressionnée et très admirative de ce déploiement des vertus des indéfinis, de certains indéfinis, quiconque, chacun et tous. Et peut-être que tu auras envie de dire que ce ne sont pas n'importe quels indéfinis, n'importe quels usages des indéfinis, comme italophone et italophile, on peut penser à ce qu'a été historiquement le qualunquisme. Mais surtout, la question que j'aimerais poser, c'est celle des articulations possibles entre les indéfinis et les personnels. Alors, tu y as répondu en partie en ouvrant justement la question sur les Rousseau auxquels on pourrait se référer. Et j'ai pensé, en t'écoutant, je me suis dit, mais c'est très vrai, la façon dont Bailly puis moi, en fait, insistons sur ce qu'il y a dans le nous d'indéfinition, d'indétermination, d'infinition, et la façon dont moi j'ai proposé que nous soit le pluriel d'un indéfini, c'est-à-dire de seul, ou soit potentiellement soit un mouvement, disons, d'élargissement qui potentiellement va jusqu'à l'universel, ça m'a conduite à penser que peut-être on avait cherché l'indéfini dans ce pronom personnel et que tu nous donnais une partie de la réponse. Mais je me dis aussi, et toujours pour t'interroger sur cette articulation possible entre des indéfinis et les personnels, que quelque chose peut-être sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il y a une qualité du nous qui demeure, alors pas dans un appel à une lutte entre les nous, ni à une intensité des luttes au je, ni même comme une pensée de la politique en parole, en interlocution, et j'ai trouvé très très admirable en fait ce que tu dis sur le caractère terrifiant au fond des exigences de l'interlocution chez Benveniste. Mais s'il y a une qualité du nous qui demeure, ce serait comme recherche d'un état de la personne en espoir de subjectivation politique. Un je qui se sait interdépendant. Et donc j'insiste, non pas une identification, mais une intensité de lien, en fait une certaine morphologie interne du pronom nous. Et c'est là que j'aimerais avoir ton avis, parce que j'ai l'impression de tellement entendre un grand appétit aujourd'hui pour ce pronom, que j'entends comme le désir d'un attachement au tous à force de lien. Donc quelque chose dans le nous qui en fait se dépersonnalise considérablement. Et voilà, j'aimerais avoir ton avis sur cette articulation possible entre certains indéfinis. Est-ce qu'il y en a qui te semblent justement ne pas jouer le jeu d'une configuration égalitaire, démocratique? Donc quels indéfinis et quelles articulations possibles entre les indéfinis et les personnels? Voilà, merci beaucoup. Non, merci à toi. Tu m'entends là? Je ne sais plus où je dois parler, moi. Oui, je bon. t'entends par le téléphone. D'accord, tu m'entends par le téléphone. Oui, en fait, j'ai l'impression, si tu veux, que nos deux propos, ils prenaient le nous, toi par l'intérieur, où tu as essayé de l'élargir au maximum, et moi par l'extérieur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en t'écoutant, j'avais l'impression qu'on aurait pu dire quelque chose comme pronom personnel, encore un effort pour être indéfini. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un pronom qui, moi, me paraît tout à fait central, et c'est aussi la réponse que je donnerai à Madame et la réponse que je donnerai à Étienne, c'est qu'il y a un pronom extraordinaire qui, à mon avis, met toute l'interprétation lacanienne de Benveniste, et donc milnérienne et lacanienne de Benveniste, en tension.
c'est cet extraordinaire indéfini chacun, tu vois, qui est vraiment, en plus lexicalement extraordinaire, parce que c'est chacun, c'est vraiment chaque un. D'accord ? Donc c'est vraiment le lieu par lequel, avant même de la question, je dirais justement de la subjectivation du claim, hein, ce que Étienne rappelait de Butler, de la rentrée dans le conflit, etc., la question de l'identification singulière des luttes. Et ça, c'est bien chacun. Et c'est pour ça que la phrase de Rousseau est vraiment extraordinaire. Hein. Faire en sorte, parce qu'il dit qu'il faut trouver une formule par laquelle tous puissent s'approprier chacun. D'accord ? Et donc, il me semble, si tu veux, que cette tension du tous et du chacun, c'est vraiment, et il le dit d'ailleurs, c'est la formule magique du politique, hein, il dit bien qu'il ne l'a pas trouvée, mais si la politique doit marcher, c'est comme ça que ça va marcher. Voilà. Et si je peux juste ajouter une petite chose, c'est que moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il s'agit d'en configurer ensemble plusieurs des individus. Oui, bien C'est-à-dire sûr. que pour le coup, il n'y a pas non plus... Il n'y a pas de privilège. Bien sûr. N'est pas le bon pronom du politique. Enfin, un peu comme je disais, les chacun au pluriel, ce serait la formule du libéralisme, en fait. Qui bien ne sûr. noue rien. Et donc, ça, c'était aussi un aspect très admirable de ton propos. Il en faut plusieurs de ces états pronominaux pour configurer une proposition démocratique. Merci, Marielle. Si vous le permettez, moi, j'aurais une question adressée à Susan et également à Martin et à Marielle. J'étais très intéressée par ce que vous avez dit sur le tu. Et je voulais aborder quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé directement jusqu'à présent, la question de la foule. Et ça se pose directement avec ce que vous avez dit à propos du tu, mais bon, évidemment des foules révolutionnaires. Et je me disais qu'il y avait quand même ce qu'on dit de la foule au XVIIIe siècle, mais aussi plus largement encore aujourd'hui, et qui a évidemment une importance cruciale dans la question de la démocratie, a évidemment aussi des liens avec ce qu'a dit Marielle ce matin et la question de l'indéfini. Voilà, donc... Okay, so I'm going to answer, I think, in English, but for it's tricky, right? Because la foule it's a key word in the 18th century. It's a key word in the French Revolution, but you almost never see you almost never see la foule spoken by a revolutionary. That would be le peuple, right? Because la foule has, which translates to 18th century English speech. Like if you think of someone like E.P. Thompson, he would say the crowd in history. Yes. But the crowd doesn't have as necessarily a politicized and a kind of aura of potential violence about it as the crowd does. So in someone like E.P. Thompson, he would think of a French phenomenon like something like taxation populaire, where the crowd says, for example, sets a price, a fair price, right? So the crowd says, we want to pay whatever it is, 4 sols for this item, and they impose that price. But the fool would describe that same act, right, as brigandage and thievery and violence. So but you're really, I think it's so interesting to think about how we could see these sort of indefinite plurals, right, as growing out of and working with these other more definite pronouns. So la foule or le peuple de Paris, these are the actors in the revolution, right? That's who makes things happen, right? So on the one hand, they're individuated as actors, but they always act as part of a larger group, right? So when you see something like the drama that I'm talking about, or you think about readers of newspapers, part of the work of those texts is to try to enfold the individual reading subject into this larger acting subject, right? I mean, that's why they're talking about the plays open by discussing newspaper reading, which is an odd thing when you think about it. How many times have you seen newspaper reading staged, right? It's not common, and certainly not probably until well into the 19th century.
Yeah, I think you're really getting at something. Can I just ask why? How were you thinking about? Why were you thinking about La Foule specifically? I was thinking about that because you're talking about theater, and I analyzed like the question of the audience, Right. and how you form an audience, and how it's described in the 18th century, like the jeu, the crying, and also the sort of dissolution of identities Yeah. within the group. And I thought it was interesting to, if of course, the revolutionary audience has a political power, the parterre, and all these things. So I thought it was an interesting, and that's a question I wanted to ask Marielle Yeah. even this morning. So there's a, whoops. I thought there was a continuity on something like that was to be explored there. Well, absolutely, just bref, because move on. But right, the audience members understand themselves to be a community that's directly acting and in part producing the performance. Absolutely, Mhm. yeah. So I don't know if Martin or Marielle want to say Oui, something about that. Marielle, peut-être? Les bips, oui. On a- On est sur écoute, c'est normal. L'alarme anti-incendie. Ah, d'accord. d'accord. Dans ma C'est maison. Pardonnez-moi. Très rapidement sur la question de la foule, enfin c'est très connexe par rapport à ce qui vient d'être dit, puis même à la forme de votre question, mais je me dis sur ces noms collectifs, foule, masse, groupe, on pourrait tenter la même réflexion morphologique sur les genres de pluriel et de morphologie interne d'un pluriel que ces noms désignent. Enfin, toute la réflexion sur la différence entre la foule et la masse, par exemple, elle pourrait être pensée de ce point de vue-là. Mais voilà, je m'arrête sur cette simple remarque. Merci Marielle. Je passe la parole à Martin. Merci à vous. Oui, te fais pas enfermer hein, quand même, là où tu es. Bon. Non, oui, sur la foule, c'est une longue histoire dans laquelle évidemment les concepts de multitudo, l'emploi de omnis jouent un grand rôle. Et de fait, en contexte rousseauiste, ça renvoie à ce que tu disais sur la question du parterre et du public. Imaginer des dispositifs théâtraux dans lesquels précisément il y a une fusion, comme dans la fête, où il n'y a plus de différence entre la foule comme public hein, et chacun. D'accord. Je rebondis là-dessus pour dire juste un point, à nouveau un peu polémique. C'est qu'il est possible, et c'est arrivé récemment dans la philosophie politique occidentale, qu'on nominalise les indéfinis. J'en connais qu'un cas, je le connais de près, c'est Agamben. Parce que l'individu quelconque, c'est bien une lexicalisation, une substantivation et donc une nominalisation du pronom indéfini. Et évidemment, je freine. Et pardon, c'est pour ça que je faisais Oui, je parlais du qualunquisme. mouvement historique du qualunquisme Absolument. qu'il faudrait vraiment mettre en regard avec la politique du quelconque proposé par Agamben, parce qu'on Bien a là sûr. deux états très très différents du pronom. Bien sûr, bien sûr. Mais la politique du quelconque, tu t'en souviens, dans ce livre qui a été traduit en français, je crois, par Théorie de la communauté qui vient, Théorie de la singularité quelconque, ça consistait à vraiment à abandonner toute dimension de claim, justement, hein, de revendication. Hein, donc ça peut plus aller, ça. Hein. Alors, merci à tout le monde. Je crois que les questions vont devoir se poursuivre pendant la brève pause déjeuner parce que les estomacs crient famine, à moins que je ne sais pas. Oui. En haut. Il y en a Voilà, deux. il y a deux questions. Donc ça veut dire qu'il y a la place pour les questions ou au contraire qu'il n'y a plus de place pour... Ah, ça veut dire qu'il faut monter manger. Bon, on va manger, Marielle. Salut. Merci.